Merci beaucoup. Donc j'interviens avec plaisir dans votre colloque, congrès, avec mon collègue Erwan Galen, qui va prendre le relais de ma présentation dans quelques minutes. Donc il s'agit de vous montrer une procédure, un processus. Alors moi je suis François Jourde, j'ai été enseignant durant 20 ans de philosophie. Maintenant je m'occupe de coordonner le numérique éducatif pour un réseau d'écoles internationales. J'habite à Bruxelles et puis Erwan Galen qui va s'exprimer dans quelques instants, il est enseignant d'informatique en BTS, référent numérique et développeur à ses heures perdues. Et il est basé à La Roche-sur-Yon. Donc voilà. Alors nous, on collabore à distance. Et on collabore à distance justement pour essayer de nous coordonner parce qu'on a notre projet ici vient de la perplexité et de la légère frustration devant d'une part la qualité des essais, des scénarisations pédagogiques, des dispositifs d'enseignants à droite et à gauche, pardon, et la relativement faible coordination de ces tentatives-là, de ces essais-là. Et donc, on pense que on devrait avoir une démarche qui est celle qui est la vôtre en sciences, où les propositions, les hypothèses de scénarios pédagogiques eh bien, font l'objet de tests en pratique dans les salles, mais doivent être documentés afin de pouvoir faire l'objet d'améliorations itératives et idéalement, et je dirais même nécessairement, avec les pairs. Auquel cas, donc c'est une démarche d'essai, démarche expérimentale en fait, hein, et idéalement, on peut arriver à co-construire des étages très, très fleuris, comme ça, très verdoyants, des terrasses de propositions d'apprentissage qui s'alimentent les unes les autres. Alors, pour que cette telle situation existe, c'est vraiment concevoir l'enseignement comme une science du design, une science de la conception, euh, et ça suppose ben, des modèles. Alors ici, on n'est pas le seul. Je ne suis pas, nous ne sommes pas le seul à le dire, hein, mais quelqu'un qui le dit particulièrement bien, c'est Diana Lauriard. C'est une anglaise, en fait, elle a un nom français, mais c'est Diana Lauriard, Teaching as a Design Science. Elle est enseignante à l'UCL à Londres, pardon. Cet ouvrage, dont le titre dit tout, a été publié en 2012 et elle écrit que les enseignants, je traduis ici, les enseignants, l'ouvrage n'est pas encore traduit, il ne sera pas traduit, je pense, les enseignants sont plutôt des ingénieurs qui essaient de rendre le monde meilleur. Et alors, comme les ingénieurs, ils utilisent la science pour cela, lorsqu'elle améliore ce qu'ils font, hein, bien sûr, on est basé sur des principes, et comme les ingénieurs, ils utilisent le feedback, la rétroaction, remodelant leur enseignement à la lumière de ce qui se passe dans la pratique sur le terrain. Et donc, elle dit que le terme qui convient bien à ce que nous faisons, nous, réellement enseignants, c'est ingénieurs-concepteurs, hein, design engineers en anglais. Et donc, pour que ceci puisse arriver, eh ben, nous avons besoin de modèles en tant qu'ingénieurs d'apprentissage, nous avons besoin de modèles de l'apprentissage, nous avons besoin de méthodes, et puis nous avons besoin d'outils pour diffuser tout ça. Alors, les modèles, ils sont assez nombreux. De façon assez intéressante, Diana Lauriard elle-même construit un modèle dans son ouvrage, et j'en parle parce que ce modèle a été très très diffusé dans le monde anglo-saxon. Il s'appelle le modèle, le cadre conversationnel, le Conversational Framework. Dans son bouquin, elle décrit les conditions d'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre, pour qu'un étudiant apprenne. C'est très centré sur l'apprenant, bien sûr. Et ça conçoit l'apprentissage comme une série d'échanges, de conversations, c'est pourquoi le nom de ce modèle, le Conversational Framework, donc d'échanges, de conversations, itératifs, de boucles, hein, entre différents éléments, entre les enseignants et les apprenants, bien sûr, prof-élève, mais aussi entre les apprenants eux-mêmes. Il faut qu'il y ait ces boucles itératives, des boucles de conversation entre les apprenants, entre pairs, et puis entre le niveau de la conception, de la présentation des idées et le niveau des pratiques. Bon voilà, et donc à partir de là, elle dégage 6 types d'apprentissage, donc 6 modalités, 6 activités qui conduisent à l'apprentissage, que je détaille un petit peu ici parce qu'elles sont très éclairantes. Ce n'est pas le seul modèle disponible, mais c'est celui qui a inspiré ce travail et un autre pourrait être ajouté, mais celui-ci quand même est très fonctionnel. Donc elle dit voilà, il y a 6 types d'apprentissage que vous verrez dans un instant intégrés dans notre outil de scénarisation. Donc voilà, on apprend par, soit, alors ils viennent sans ordre de primauté, hein, on apprend par l'acquisition, bon, disons c'est en tout cas peut-être le plus passif celui-ci, quand on écoute, on regarde, on lit.
Mais on en apprend aussi par la collaboration, lors de projets, quand on doit aboutir à des projets, à un résultat commun. On apprend par la discussion, le débat, par l'enquête, la recherche, l'investigation, l'exercice, l'entraînement, le drill en sciences, enfin en mathématiques notamment, dans toutes sortes de matières, la pratique, l'entraînement, l'exercice, avec des feedbacks rapides, bien sûr. Et puis par la production, quand on demande aux étudiants, aux élèves de produire un essai, une carte, un schéma, une expérience de laboratoire, etc. Donc voilà un peu le cadre qui nous a inspiré pour ce travail. J'y vais très vite, hein, il est assez passionnant à lire. Et il y a des présentations comme celle-ci, vous voyez en haut le niveau des concepts, donc la présentation, l'apprenant au milieu, l'enseignant, les pairs à droite, et puis en dessous le niveau des pratiques, hein. Et tout ça fonctionne par toute une série de boucles de rétroaction, parce qu'évidemment, les concepts informent la pratique autant que la pratique informe les concepts. Et donc, on peut placer les différents types d'apprentissage à différents niveaux de ces boucles. Mais bon, je vous présente ici pour information, mais ça pourrait faire l'objet de plus de présentations dans à une autre occasion. Et donc, voilà pour le cadre, voilà pour les modèles d'apprentissage. Donc, il faut avoir quelque chose d'assez solide. Et puis, il faut des outils, et des outils de conception, hein, des outils d'ingénieur, qui sont forcément des outils de partage, puisque l'ingénierie est une activité, n'est pas une activité solitaire. Et il faut donc des outils numériques collaboratifs pour pouvoir rendre visibles et partageables nos intuitions pédagogiques, hein, et nos solutions pédagogiques, pour les éprouver, hein, à l'exercice critique, à la reprise critique par les autres. C'est aussi utile, très utile pour réduire notre temps de conception, hein, grâce à la collaboration et à la co-conception, à la co-construction de nos scénarios pédagogiques. Et donc, pour ça, vous imaginez bien qu'on a besoin de formaliser un peu nos outils ou de standardiser un peu nos outils pour pouvoir échanger nos propositions, et qui permettra un phénomène d'innovation continue, comme dans toutes les disciplines où il y a de l'ingénierie bien faite. Alors, pour faire cela, il y a des outils existants. Je mentionne celui-ci parce qu'il est tout de même exemplaire et qui nous a particulièrement inspiré avec Erwan. C'est le UCL, donc de University College of London, Learning Designer, qui a été mis en place en 2013, qui est gratuit, qui continue à se développer, qui est toujours bien sûr présent, et qui est formidable dans sa conception parce qu'il nous offre donc une interface d'élaboration de nos scénarisations pédagogiques. Chaque colonne que vous voyez ici sera remplie par des petites cartes, des petits blocs. Chaque colonne donc représente des séquences d'apprentissage et chaque bloc de couleur ici représente un type d'apprentissage lié à une activité. Et vous voyez déjà qu'il y a une forme de retour visuel, et dans cette slide on le voit mieux, très visible. Donc on fait une expérience d'apprentissage, learning experience, et on a en retour une visualisation qui permet tout de suite éprouver un peu mieux considérer un peu mieux nos intuitions pédagogiques et nos propositions. On voit ici par exemple qu'il y a beaucoup de pratiques, vous voyez en violet, pas mal d'acquisitions, mais finalement pas de production dans ce scénario. Et tandis que c'est uniquement en face à face, vous voyez la pastille bleue, l'enseignant est très présent, et dans la colonne verte en bas, vous voyez la barre verte, qu'il n'y a quasiment pas de travail individuel et qu'on est en groupe ou en classe entière. Donc c'est peut-être exactement ce que l'enseignant ici voulait comme expérience d'apprentissage, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'il voulait. On pourrait penser à des variations quand on ne peut pas le faire en fait face à face, justement, et quand il faut y injecter beaucoup de moments qui soient en ligne. Alors cet outil est tout à fait formidable, le UCL Learning Designer, tout à fait formidable. Simplement, bon, il est qu'en anglais, et il est construit en dur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement les modifier. Et on a besoin d'un outil comme ça, constructionniste, hein, en ligne, pour nous soutenir. Alors, il y a celui-là, disais-je à l'instant, mais on a voulu essayer de faire un peu différemment, de façon un peu plus flexible avec Erwan. Et donc, on a proposé, non, pardon, là je vous montre le petit lien court, Jour de Pro, pardon, c'est mon nom, hein, Jour de Pro /LD Tools. J'ai collecté pas mal d'autres outils parce que c'est un univers où il y a quand même pas mal de propositions. Donc, si vous tapez ce lien-là, Jour de Pro /LD Tools, vous verrez une petite liste d'une collection que je n'ai pas finie, mais que je continue à faire, d'outils en différents formats, sous différents supports, d'outils d'aide à la scénarisation. Mais nous, on a voulu faire quelque chose qui soit vraiment universel et adaptable, très flexible, et on n'en avait pas vraiment sous la main. On trouvait que l'UCL Learning Designer n'était pas suffisant pour ça. Et donc, on a décidé d'aller avec un tableur en ligne collaboratif. Le tableur, c'est très connu. Maintenant, ils sont en ligne, et donc ils sont collaboratifs. Et donc, ça nous a servi. Alors, on a fait une version avec l'outil de Google, c'est Google Spreadsheet, Google Sheets. On a fait une version avec Excel. Aujourd'hui, Excel est aussi en ligne maintenant, hein. Alors aujourd'hui, avec les développements récents de notre tableur, on ne développe pas pour l'instant la version Excel,
notamment pour quelques bonus. Vous allez voir dans un instant que Erwan a réussi à implémenter très récemment. Pour l'instant, on ne sait le faire qu'avec la version Google Sheets. Alors, Erwan va vous faire rapidement un petit tour du propriétaire. Il va vous montrer comment on peut un peu personnaliser les paramètres, comment on a du retour visuel un feedback visuel sur nos propositions pédagogiques. Et il vous montrera le bonus absolument exceptionnel qu'il a mis au point cette semaine, qui est une visualisation en frise des différentes modalités d'apprentissage. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et donc, je donne la parole à mon collègue Erwan, tout en vous montrant le petit lien ici, où, à partir duquel vous pourrez retrouver toute l'information et faire des copies du tableur Google dans sa version actuelle, pardon. Alors, je pense qu'Erwan peut maintenant prendre la parole. Si, il faut peut-être que j'arrête de partager mon écran pour lui passer la main. Voici. Donc, alors je vais vous présenter donc le résultat de notre travail. Donc en fin de compte, c'est un tableur. On a tout fait pour que ce soit extrêmement simple à utiliser. Il n'y a pas de script, quoi que ce soit. Ce sont que des formules, donc ce qui permet de l'utiliser en grande partie sur Excel. Donc vous avez une première feuille de calcul pour la partie, on va dire, présentation de cet outil, où vous allez retrouver des liens. Si éventuellement vous voulez travailler dans une autre langue, actuellement on a développé en français et en anglais. Et donc je vais vous présenter d'abord ce qu'on appelle nous le storyboard, c'est en fin de compte la façon dont on va pouvoir scénariser notre séquence. Donc ce storyboard, il se décompose en plusieurs lignes. Donc là c'est pareil, comme c'est un système de tableur, on est totalement autonome sur le nombre de lignes, on n'a pas de limite, si ce n'est la limite du tableur. Et on va pouvoir indiquer pour chaque activité qu'on va vouloir scénariser une première référence. Donc ça, la référence, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme système de référencement. Donc voilà, donc en fait, on a une première référence donc, qui va nous permettre, nous, de référencer. Donc ça peut être le numéro de la séquence, suivi du numéro de la séance et ensuite du numéro de l'activité. Un titre donc, pour cette activité, éventuellement une durée. Donc cette cellule n'est pas forcément à compléter, c'est ce qui vous permet aussi éventuellement de définir des titres et puis après des éléments un peu plus globaux pour pouvoir décomposer en dessous. Ensuite, donc, on va pouvoir définir des buts. Alors là, nous, on a mis tout un tas de colonnes, mais toutes ces colonnes peuvent être éventuellement cachées ou pas si vous en avez besoin. Définir un type d'activité. Donc là, je vais avoir une activité de premier questionnement qui va être un débat. Ensuite, j'ai une activité de lecture, d'écoute, qui va permettre d'avoir une étude de cas. Voilà. Et donc ensuite, je vais pouvoir compléter au fur et à mesure sur les différentes colonnes qu'on a pu définir. Donc l'activité de l'enseignant, est-ce que j'ai une activité enseignant, est-ce que j'ai une activité élève, quel est le résultat d'apprentissage principal, le résultat d'apprentissage secondaire. Tous ces éléments-là sont issus d'autres feuilles de calcul, donc vous avez des listes déroulantes pour compléter, ce qui permet d'accéder facilement aux données. On retrouve ici les 6 colonnes dont a parlé François tout à l'heure, c'est-à-dire les 6 concepts qui ont été définis par Diane Le Riard, donc sur l'acquisition, la collaboration, la discussion, l'enquête, l'exercice et la production. Donc là où on va se différencier des outils comme ceux qui ont pu être créés spécifiquement pour cette méthodologie. Ici, nous, dans notre système, rien ne nous empêche de cocher éventuellement deux types d'apprentissage. Ça reste un tableur, donc c'est extrêmement souple. Si je considère que je fais de l'enquête et de l'acquisition, ben, je peux très bien le cocher. Je vais aussi pouvoir donc indiquer d'autres éléments, voilà, comme la présence de l'enseignant. Est-ce qu'il y a un enseignant ou pas? Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est optionnel? Est-ce qu'il y a définitivement un enseignant? Je vais pouvoir éventuellement indiquer dans quel mode de travail je suis. Est-ce que je suis en mode individuel, en mode par groupe, classe entière? Est-ce qu'on a un cadre en ligne? On a beaucoup parlé cet après-midi du travail en ligne. Donc là, est-ce que je suis en ligne, en mixte ou sur site? Et puis aussi sur la temporalité. Donc est-ce qu'on va travailler en asynchrone, en synchrone? Voilà. Et puis on a tout un tas de colonnes. Donc là, le principe, c'est que comme on est sur un outil de type tableur, si vous avez besoin de rajouter des colonnes, d'apporter des éléments supplémentaires ou éventuellement d'en masquer, parce que par exemple, certaines colonnes ne vous intéressent pas, sur les volets activité de l'élève et activité de l'enseignant, ça ne vous intéresse pas, vous allez pouvoir les masquer. Et donc avoir comme ça un outil que vous allez pouvoir adapter à votre besoin.
une fois que vous avez défini tout votre scénario, donc là, voilà, j'ai un scénario qui a actuellement une trentaine d'activités. Vous allez pouvoir en faire une étude un petit peu plus objective. Et c'est là où on a l'intérêt du tableur. Euh, Vous avez ici différents graphiques qui vous permettent d'avoir une vision objective de ce que vous avez prévu dans votre scénario pédagogique. Donc là, par exemple, je me rends compte que j'ai fait une formation qui est en hybride, enfin en mixte et en ligne. J'ai pas du tout de in situ. J'ai du travail en mode groupement, donc beaucoup de travail individuel, enfin un peu de travail en groupe et très peu de travail en classe entière. Voilà, je vois que j'ai aussi ma répartition synchrone, asynchrone. Donc là, on a différents graphiques, par exemple sur les types d'apprentissage, donc les 6 types qu'on a pu définir. Ben, je vais pouvoir voir comme ça à quel niveau je me situe dans mes différents types d'apprentissage. On a aussi différents graphiques qu'on a pu produire. Alors là, on a essayé de travailler sur essayer de quantifier le temps de travail, par exemple. Donc là, on a deux éléments qui sont représentés, donc le temps de production pour l'enseignant et le niveau enfin, ce qu'on a appelé le niveau de réflexion de l'apprenant. Et donc là, je peux voir sur toute la séquence que j'étudie comment va évoluer le niveau de réflexion de l'apprenant et quel est le temps de production nécessaire pour l'enseignant. Donc tous ces éléments-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça, ça se gère dans différents tableaux. Donc là, j'ai mon tableau d'activité, par exemple, où je définis l'effort de conception pour l'enseignant, le temps de production, l'effort de l'enseignant pendant l'activité, le niveau de réflexion, voilà. Et c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de générer ensuite des graphiques et des données assez intéressantes. Au niveau de mon dashboard ici, donc de mon tableau de bord, je vais pouvoir également indiquer quelle est la partie de la séquence que je souhaite étudier. Donc, de mon storyboard peut être très long. C'est pas forcément un souci, c'est-à-dire que on pourrait même imaginer de planifier une année scolaire complète, mais de n'étudier qu'une seule partie, parce que ici, on va pouvoir réduire, en fin de compte, par rapport aux références dont je vous parlais au début, la liste des éléments qu'on étudie. Donc voilà, donc là, si j'étudie que ma partie A, je me rends compte qu'elle est entièrement en ligne, que j'ai du travail individuel, en groupe, en classe, et donc mes graphiques vont évoluer en fonction de tout ça. Donc voilà notre schéma sur ce système. Et ensuite, on a donc la nouveauté dont parlait François, c'est qu'on a essayé de réfléchir sur une vision plus temporelle. C'est-à-dire que là, ce qui nous intéresserait, ça serait de voir un petit peu comment se répartit notre schéma. Donc alors on n'a pas tout inventé, on a utilisé aussi le travail de certains chercheurs, dont particulièrement le travail de Gaël Molinari. Et à partir de ce tableur qu'on a pu faire là, on peut générer ici un graphique temporel. Donc là, je vois l'ensemble de ma séquence qui a été programmée. Et je vais pouvoir différencier ici, donc sur la première ligne, tout ce qui est synchrone, asynchrone, et éventuellement qu'on ne s'est pas défini. Et puis en couleur, vous allez voir ici, donc est-ce qu'on est sur du travail individuel, je vais zoomer, travail individuel, de groupe, classe entière, ou éventuellement non défini. Donc là, vous allez pouvoir générer les graphiques dynamiquement en fonction. Donc là, ça va directement lire les colonnes de ce que vous avez pu définir. Si je veux par exemple représenter l'évaluation, on va laisser l'outil mouliner. Mais voilà. Et donc j'ai des évaluations, soit pas d'évaluation, soit une évaluation diagnostique ou formative. Et générer de cette façon-là le schéma complet, le schéma temporel de votre scénario pédagogique. Merci Erwan. On était tip-top au bout du temps, là, je Ouais, pense. c'est ça. Donc, vous avez compris que c'est un outil ultra flexible, c'est un tableur, on peut masquer, ajouter des colonnes, renommer les champs. On peut n'utiliser que ce dont on a besoin. On peut masquer des pages. On peut faire autant de copies qu'on veut. On peut donc donner accès aux collègues. On peut commenter des cellules grâce à la fonction de clic droit commentaire. On peut dupliquer, etc. Et la frise chronologique, voilà, c'est un outil en développement qui a une semaine d'âge, à peu près, À peu près. euh, Ouais. et qui va se développer, qu'on va encore développer, parce ça ouvre plein de possibilités, avec une vue, peut-être séparer une vue étudiante, une vue enseignant sur la frise, etc. Voilà. Donc c'est un ouvert, et c'est tout en Creative Commons. Il y a déjà des gens qui se sont appropriés dans certains endroits d'enseignement. Donc c'est ouvert à la communauté. Non, ça, c'est tout l'intérêt de ce que permet une visualisation un peu objectivante.
euh, de faire un retour réflexif. Donc, c'est certainement pas un outil qui est destiné, enfin, certainement pas. C'est un outil qui est plutôt destiné à la formation professionnelle ou à des moments de réflexion assez forts sur nos pratiques et qui permet justement ce retour réflexif et de façon collaborative. Alors, c'est une excellente question. Figurez-vous que pour l'instant, pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'outil a été dynamique en développement et a pas mal bougé. Bon, il commence à se stabiliser pour ce qui est du tableur lui-même. Maintenant, on a ouvert un autre chantier avec la frise. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été approprié ce matin, on avait un rendez-vous avec une haute école à Bruxelles qui se l'appropriait et qui a généré un tutoriel. Bon, ils l'ont un peu adapté, mais ils ont fait un tutoriel. Et on est très confiant d'avoir des masters de Genève l'an prochain en activité sur cet outil-là et qui, sans doute, on va sous-traiter le tuto. Voilà. Donc, on espère que le tuto sera produit par des jeunes étudiants en master. Euh, il y a une petite page sur le site web, il y a une petite page qui est en anglais. Pardon, c'est pas comment on dit, par coquetterie, mais c'est parce que la communauté de l'UCL Learning Designer est plutôt anglophone au départ. Raison pour laquelle notre outil, il est bilingue, enfin il est bilingue, il est multilingue potentiellement. Euh, et donc, mais c'est vrai qu'on va devoir. Donc il y a une petite page descriptive, mais on va avancer sur le tutoriel. Hein, Juan? Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà. On va dire que là, c'est maintenant que l'outil est finalisé à peu près. Voilà, il est un peu Voilà, stabilisé. notre prochain objectif, ça va être justement d'en faciliter l'appropriation. Mais bon, même s'il n'y a pas forcément de tutoriel, si vous découvrez un petit peu enfin, il faut d'abord essayer d'étudier un petit peu la scénarisation pédagogique telle que l'a définie Diane Riyard concernant ABCLD. Mais après, le tableur, ça reste un simple tableur en fait. Donc, il n'y a rien de très compliqué en termes de prise en main. Voilà. Et il y a une petite communauté francophone sur Twitter avec des Belges et des Français. Si vous voulez nous rejoindre, on n'est pas très nombreux, mais on y échange quelques pistes et quelques informations à ce sujet-là. J'ai mis mon adresse Twitter ici. Donc on remercie tous les intervenants pour les présentations. On ne fera pas de retour sur la session principale, on vous laisse finir les discussions avec chacun des interlocuteurs.